Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par All for Pack Emballage Paris, salon qui se déroulera du 21 au 24 novembre 2022 à Paris-Nord-Villepinte. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de notre partenaire expert en packaging, Fabrice Pelletier. Bienvenue Fabrice et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. En 2020, tu as écrit le livre La révolution de l'emballage, l'émergence des nouvelles solutions, je l'ai ici, où étaient présentées 28 tendances émergentes en matière d'emballage. Et donc aujourd'hui, tu nous proposes de faire le point de là où on en est. Qu'en est-il de ces tendances d'emballage en 2022? Donc à tous, Fabrice va donc nous en parler pendant 30 minutes et nous répondrons après pendant 10 minutes aux questions que vous pouvez poser dès à présent sur la plateforme. Et donc Fabrice, je te laisse la parole. Merci Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, en 2020, même en 2018, si on va un peu plus tard, je vais vous parler de euh, l'emballage à l'aube de sa révolution. La révolution a bien démarré entre 2018 et 2020. 2020, c'était l'émergence de nouvelles solutions. Et aujourd'hui, on voit, on voit dans les réseaux sociaux, dans tous les communiqués de presse, s'afficher énormément d'allégations environnementales autour de moins de plastique, d'allégés, de réutilisables, recyclables, compostables, recyclés, d'origine végétale, zéro plastique, rechargeable, zéro emballage et j'en passe. Donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose et notamment que nous sommes dans une nouvelle période, une période d'expérimentation. Je tiens à le dire puisque beaucoup de réactions sont faites autour de ces nouvelles emballages en les comparant à des emballages existants depuis une trentaine d'années extrêmement performants, améliorés, optimisés, et que là, nous sommes à l'an, on va dire, 1, 2, 3 de ces emballages, voire des fois en prototype, et qu'ils ne peuvent pas avoir exactement les mêmes qualités que des emballages qui sont ultra optimisés. Alors, c'est vrai que il y a 2 ans, je vous présentais 28 tendances, 28 tendances sur les papiers cartons, sur les plastiques, sur les nouvelles alternatives et sur les autres matériaux. De ces 28 tendances pour, pour 2022, je les ai retraitées en un petit peu moins de tendances au travers de ce qui était expérimenté. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2020 et aujourd'hui? C'est rien de dire qu'il y a une accélération exponentielle de la réglementation, puisque même si ça avait commencé avant 2020 avec la single-use plastique et la stratégie plastique européenne, entre-temps est tombée la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, AGEC, une convention citoyenne pour le climat où on a interrogé des Français qui ont fait part d'un certain nombre de remarques, et puis une loi climat et résilience qui, elle, était plus fléchée autour de la neutralité carbone, et puis ce qui est aussi en train d'arriver, qui est là tout autour du pacte économie circulaire, du plan d'action, une révision en cours des exigences essentielles de l'emballage. Alors, ça fait que bouger, ce n'est pas fini, et pourtant, les objectifs sont assez clairs pour l'emballage de demain. D'ailleurs, certains objectifs sont fixés avec le premier décret, le décret 3R, qui était voulu par la loi AGEC, puisque je rappelle que la loi AGEC a fixé un plan quinquennal de décrets. Donc, tous les 5 ans, nous aurons des nouveaux décrets d'application pour arriver vers le Graal, si j'ose dire, qui est de la fin des emballages en plastique à usage unique.
on verra comment, mais un certain nombre de choses. Donc, il y a un document qui est sorti il y a peu de temps, en avril, qui est la stratégie 3R, qui, comme la loi AGEC, bien évidemment, ne manque pas d'avoir ses détracteurs. Il n'empêche que ce document, moi, je le trouve assez bien fait, assez exhaustif, même s'il y a beaucoup de répétitions à l'intérieur. Et quand même, il fixe un cadre qui fait qu'aujourd'hui, les metteurs en marché, les fabricants d'emballage, plutôt que de critiquer tout ça ou de dénoncer tout ça, ont tout intérêt à essayer de se mettre en marche, puisque comme c'était dit dans les préfaces de mes différents livres, et notamment le dernier avec Édouard Philippe, il n'y aura pas de retour en arrière. Et d'ailleurs, l'Europe montre clairement qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, j'ai envie de dire que la messe est dite et que maintenant, dont acte, force à la loi, et nous devons nous mettre en route. Même si la loi n'est jamais parfaite et même de toute façon, elle sera amendée par ces décrets. Ce qui est certain, c'est que la loi elle vous dit déjà une chose, qui est de vous poser systématiquement la question de l'utilité réelle de l'emballage et notamment de certaines de ses fonctionnalités. Vous avez vu qu'est arrivée dans les textes la notion d'emballage inutile, qui est clairement définie. L'emballage doit répondre à des fonctions de protection, d'intégrité du produit et d'information du consommateur. Ça, c'est vraiment l'utilité de l'emballage pour pouvoir transporter ce qu'il contient. Et certaines autres fonctionnalités sont moins utiles, d'autres inutiles, voire futiles. Et ça, nous devons systématiquement nous poser la question et nous verrons dans certains exemples que je montrerai tout à l'heure. La deuxième chose, c'est de réduire la mise en marché de produits conditionnés dans des emballages à usage unique. Et vous verrez que j'ai gommé le mot plastique parce que ce n'est pas qu'une question de plastique. Je le dis toujours, la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage en premier, en petit, en gros, et en petit, il y a marqué pour une économie circulaire. Donc, quel que soit le matériau, bien sûr, il va falloir se sevrer du plastique en l'utilisant uniquement lorsqu'il est indispensable, mais il va aussi falloir se sevrer du tout emballé pour revenir, pour avoir raison gardée et pour revenir à finalement d'autres formes de commercialisation. Alors, l'usage unique, les autres formes de consommation, ben, ça va être l'usage multiple et puis aussi le vrac. Donc, se reposer ce type de questions. Ensuite, il va falloir mettre en marché 100% d'emballage facile à recycler, effectivement recyclé. Vous remarquez que j'ai mis 100% d'emballage mis en marché, mais je n'ai pas dit que les emballages étaient 100% recyclables et 100% recyclés. Et dans des filières économiquement viables et écologiquement viables. Donc, ne pas non plus faire n'importe quoi dans ce domaine, puisque de toute façon, en 2030, les emballages non recyclables ne seront plus autorisés à mettre sur le marché. Ensuite, si on recycle, c'est pas pour faire des fossiles qu'on met sur le bord des routes, c'est pour réintégrer un maximum de matières recyclées dans les emballages pour tous les types de matériaux. C'est valable à tous les étages, à tous les matériaux. L'économie circulaire étant de faire retourner en boucle les matériaux, si possible dans l'emballage, mais aussi, quand ça n'est pas possible, dans d'autres productions, et là encore économiquement et écologiquement viables. Ensuite, je l'ai souligné tout à l'heure, ça va être de privilégier les solutions d'emballage réemployables, pas n'importe comment, dans des dispositifs mutualisés afin de limiter les coûts et d'optimiser les impacts environnementaux. Les dispositifs mutualisés peuvent être au niveau régional, et là on le voit apparaître de plus en plus, des petites boucles régionales assez vertueuses, mais surtout, et pour vraiment passer à la fin de l'emballage à usage unique, dans un système de mutualisation national pour lequel Citeo et je les accompagne, travaillons de mettre en place des standards de réemploi
au niveau national qui vont permettre d'acheter des produits à Bordeaux, de les consommer à Combloux ou de les acheter à Nice et de les consommer à Paris et que tout ça puisse revenir être rempli par un conditionneur dans la région vers laquelle il a été consommé et redéposé. Donc tout déboucle et vous verrez ça d'ailleurs qui sera vraisemblablement présenté pendant le salon de l'emballage. Ce dispositif, c'est tout un travail que nous menons depuis maintenant près d'un an. Et puis après, la dernière chose, ça va être aussi parfois d'agir sur la formulation du produit pour limiter la réduction, pour limiter le recours à trop d'emballages. Effectivement, beaucoup d'emballages, et notamment les emballages en plastique, existent parce qu'ils transportent 99% minimum d'eau. Et donc, à partir du moment où on va revenir à des formules moins H2O, je dirais, donc on le voit bien par exemple avec les savons, le savon solide qui est en train de revenir en force, mais il n'y a pas que. Donc, il va falloir aussi se poser la question sur des formulations de produits qui ne nécessitent pas ce trop plein d'emballage. Merci Fabrice. Après ce point, en fait, tout cela, c'est un peu une remise en cause d'appréhender l'emballage. Donc, ma question, c'est est-ce que c'est définitif ou pas? Et puis, on voit aussi que le contexte législatif suscite beaucoup d'émotions sur les réseaux sociaux notamment. Et voilà, quel est ton commentaire sur ce sujet? Guillaume, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est loin d'être définitif pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a un gros paquet qui est en train d'arriver avec l'Europe, qui est la révision des exigences essentielles qui est en cours, et il y a une demande très très forte de certains pays européens d'aller très très loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, ces choses-là sont déjà arrivées en 92. Je rappelle que la France s'était mise en avance de la directive 94, parce que nous, on fait le recyclage en France. La naissance de l'éco-organisme, c'est de 92 et la directive européenne de 94. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière d'Europe, l'Europe s'est toujours alignée plus ou moins vers les pays les plus hauts. Donc, tout ce qui se fait de mieux dans d'autres pays, parce qu'il y a d'autres pays qui prennent des initiatives, notamment en termes de réduction, notamment en termes d'intégration de matières recyclées, notamment en termes d'acceptation des papiers carton, enfin des emballages composites papier, carton et plastique dans les filières de recyclage. Tout ça, c'est en train d'être remouliné au niveau de l'Europe pour harmoniser. L'Europe va harmoniser tout ça, donc il va se passer des choses. Et ensuite, de toute façon, la loi AGEC vous dit, on reverra, on va se revoir tous les 5 ans. Donc, et peut-être même avec des ajustements au fil du temps. Donc oui, ça va bouger. Oui, il n'est, à mon sens, plus le temps de critiquer les choses. C'est peut-être essayer de les faire bouger, mais surtout le temps et de se mettre en route, de le faire, quoi. Il y a effectivement, quand on a fait interdit de fumer, il y a des gens qui ont mis dans les lieux publics, il y a des gens qui ont mis du temps avant de le comprendre. Ne pas mettre sa ceinture, il y a des gens qui ont mis du temps avant de le comprendre. Respecter les limitations de vitesse, il a fallu des radars au bord des routes pour que ça fonctionne. Bon, voilà, la loi, alors est-ce que c'est français ou est-ce que c'est humain? Mais à chaque fois, on voudrait, d'abord on dit qu'elle est nulle, pour ceux qui ne l'aiment pas. Pour ceux qui l'aiment, ils disent qu'elle ne va pas assez loin. Et puis après, le sport un peu national, c'est essayer de la contourner. Je dis que non, là, on n'a plus vraiment de choix. Et en plus, il y a quand même du temps. On parle d'ailleurs de 2030 et 2040 avec deux grandes phases. 2030, c'est vraiment diminuer la quantité d'emballage plastique à usage unique et vraiment bien mettre en place les filières toutes filières de recyclage. Et la deuxième, c'est d'avoir des solutions de remplacement à ce plastique à usage unique, donc d'autres matériaux, d'autres solutions qui seront tout aussi recyclables à horizon 2040. On a 18 ans pour faire ça. 18 ans, on voit comme en 18 ans,
les emballages se sont tellement améliorés et tellement allégés que après je pense qu'on n'a pas trop de temps, mais qu'on a le temps de s'y mettre. Voilà. Alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé uniquement de vous parler des papiers et cartons qui sont présentés un peu pour diminuer le plastique. Bien sûr, le livre parlera aussi de ce qui se passe dans les plastiques, parlera aussi de ce qui se passe dans les matériaux que j'appelle alternatifs, et puis dans les autres matériaux. Et il y aura aussi un gros chapitre sur le réemploi. Mais là, nous pouvons, compte tenu du temps que nous avons, je me suis concentré à ce sujet parce que ce sujet fait tellement couler d'encre et il y a eu tellement d'innovations ces derniers temps qu'il faut parler de ce sujet. Le papier carton, je rappelle que j'avais mis 9 tendances pour les emballages en papier carton. Et là, je vais vous parler de 3 principaux axes d'expérimentation qui sont les solutions zéro plastique, les solutions avec moins de plastique et les solutions avec du plastique séparable. Voilà, donc nous allons commencer par les solutions avec zéro plastique. La semaine dernière, j'ai découvert cet emballage dans mon supermarché. C'est vrai que je montrais que ça se passait en Angleterre et il se trouve qu'il y avait les deux, donc c'était intéressant. Il y avait les deux emballages l'un à côté de l'autre, donc vous imaginez, j'ai sauté dessus. Ben, c'est quoi? C'est le refus. Et là, on est complètement dans ce que je disais tout à l'heure, c'est de se poser la question de la fonction essentielle de cette fenêtre qui montre 3 bouts de pâte. Bon, globalement, une photo à l'échelle 1 fait le job. Il y a des pâtes, on sait pertinemment comment elles sont faites. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette fenêtre en plastique qui est finalement, in fine, un déchet ultime dans les pulpeurs, c'est-à-dire dans le recyclage des papiers et cartons, qui, dans beaucoup de cas, est enfoui. Dans le meilleur des cas, va être transformé, va être repris et avoir ce que les gens appellent maintenant une forme de upcycling, c'est-à-dire un recyclage des déchets de recyclage. Mais en fait, ne pas la mettre, finalement, ça résout quand même le problème et on voit que ça fonctionne. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Barilla l'a fait de manière, je dirais, unilatérale, et on peut le souligner. Et puis d'autres ont été obligés de le faire de manière, même si Saveol avait largement anticipé, mais ont été obligés de le faire de manière obligatoire, puisque depuis le 1er janvier, on n'a plus le droit de conditionner, par exemple, des tomates dans des emballages en plastique pour moins d'1,5 kg. Et on voit que ces barquettes en carton sont arrivées avec des fenêtres ouvertes. Forcément, il n'y avait pas forcément besoin de plastique pour le voir, mais aussi, vous verrez dans les rayons toute la créativité que ça a amené, parce que si au départ, c'était un petit peu des barreaux, on voit maintenant des cœurs, des formes de tomates, même des formes liées au logo, à l'identité de la marque. Donc, tout ça amène beaucoup de créativité. Et on voit finalement que ce qui est intéressant, c'est que la loi, finalement, l'obligation a fait que tout le monde a été obligé de faire ça en même temps, au même moment. Et donc là, qu'il n'y avait pas de distorsion de concurrence, c'était la même chose pour tout le monde. Et ben, ça fonctionne dans les marchés. Ben, voilà, vous avez la cohabitation de ces emballages avec du vrac à côté. Et en fait, on a le choix et on a bien sûr de l'emballage de zéro plastique. Autre solution que j'avais montré déjà zéro plastique, mais qui commence à se développer, ben, c'est tout ce qui se passe sur les papiers toilettes. Moi, j'ai toujours trouvé ça complètement dingue de dire il fallait le montrer, une bonne photo suffisait. Il n'y a pas de plastique, c'est collé, il y a un petit peu de colle pour coller. Je rappelle que la colle n'est pas les colles et l'encre ne sont pas considérés par les textes maintenant comme étant du plastique. Donc, nous sommes sur un emballage zéro plastique. On le voit aussi beaucoup apparaître sur les regroupements. Donc, Bonduelle a supprimé ces films de regroupement au profit de carton, de clusters en carton,
Coca-Cola le fait aussi pour ses canettes, et ben, elle le fait progressivement d'ailleurs pour ses autres formats avec des systèmes de plus ou moins sophistiqués comme ce clip pour clipper ces canettes. On voit donc que petit à petit, certains acteurs des soft drinks, voire de l'eau, sont en train de supprimer petit à petit le plastique. Créma, c'est fabrique. intéressant. Ouais. Oui. Oui, non, pardon, je profitais déjà d'une question. Est-ce que ces emballages, ils ont vraiment un impact environnement plus faible sur l'environnement? Alors, ça dépend. Tu parles effectivement d'ACV. Il est évident qu'aujourd'hui, ces emballages naissants sont plus pondéreux pour la plupart que les emballages en plastique qu'ils représentent. Donc, sur l'indicateur carbone, ils sont souvent plus forts. Ils sont souvent plus hauts. Alors, à ça, je mettrai plusieurs bémols. Le premier bémol, c'est qu'on ne doit pas s'attacher à un seul indicateur, mais à un minimum 6, et que sur d'autres indicateurs, ils sont bien meilleurs sur la ressource et aussi sur la problématique essentielle qui est les pollutions. Les pollutions marines, par exemple, ben, on a peu de chances de retrouver ce type d'emballage, en tout cas s'ils partent à la mer, hélas, dans les océans. Donc, l'idée de toute façon, c'est que ces emballages, il va falloir les améliorer pour qu'ils aient un impact carbone plus faible, mais ce n'est pas le seul sujet. Ça reste des emballages en plastique, ça reste des emballages qui à terme sont à usage unique interdits, sauf à trouver d'autres types de matériaux. C'est pour ça que je dis, il faut avoir l'indulgence de comparer ces nouvelles solutions qui sont en expérimentation. J'ai bien dit expérimentation de nouveaux modèles, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des modèles définitifs, nous sommes dans des modèles qui ont une marge d'amélioration qui est la même que les emballages en plastique et à usage unique avaient lorsqu'ils sont sortis il y a une trentaine d'années, qui pesaient 2 fois plus lourd, qui étaient pour certains pas recyclables et qui avaient aussi des problèmes. Donc, il faut comparer les choses, il faut aussi leur laisser le temps de s'améliorer. On en parlera beaucoup d'ailleurs dans cette partie. Ce qui est intéressant pour le sac Créma, par exemple, c'est de dire, ben voilà, on met, et franchement, il faut être vraiment très très près ou secouer le sac pour voir que les bonbons ne bougent pas à l'intérieur. Mais finalement, on se rend compte qu'une fenêtre avec une jolie photo, franchement, dans un rayon moyennement éclairé comme c'est, on voit vraiment pas la différence. Donc là, on a un sachet en papier qui, avec la colle, qui n'a pas besoin de propriété barrière, donc c'est juste de quoi le souder et qui peut se revendiquer comme étant un sachet en plastique recyclable dans un sachet papier recyclable dans la filière papier. Alors la fenêtre, ça marche pas encore à tous les coups. Et je voudrais souligner le courage des Crudettes qui a essayé, comme Créma, mais visiblement les consommateurs, quand le produit est très frais, veulent le voir. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, Crudette m'a envoyé un mail il n'y a pas longtemps pour me remercier de la Poste en disant, ben voilà, nous on a essayé, on a sans doute été trop tôt, donc on revient légèrement en arrière, donc ils reviennent en arrière, ils sont tout à fait conscients que c'est une solution hybride et qui est une solution qui est pour l'instant qui est pas pérenne puisque c'est une solution qui pourra pas aller au bout. Alors c'est vrai que la quatrième gamme, si la quatrième gamme elle avait été frappée de l'interdiction du plastique, tout ou partie de plastique comme ses voisins d'à côté, les fruits et légumes non préparés, le sujet se poserait pas. Tout le monde serait à la même chose et tout le monde aurait de l'opaque. Mais là, ça se passe pas. Ce que disent les Crudettes, on revient en arrière, mais on reviendra, on a testé, et c'est pour ça que je dis c'est l'expérimentation des nouveaux modèles, et on ne baisse pas les bras. On a peut-être été trop tôt, on a encore des années, et c'est pour ça que je demande de l'indulgence dans ce type d'expérimentation, parce qu'on est bien là-dedans, et ne coupons pas
les ailes à tout le monde. Sinon, en fait, on a deux façons de dire la loi AGEC, ou de dire bah, ce qu'ils font, c'est pas bien parce qu'on n'y est pas encore. Oui, je suis d'accord. Et ce qu'ils font, c'est pas bien parce que c'était mieux avant. Ben là, je suis pas d'accord. Et je le lis de plus en plus et ça me va pas. Voilà. Dernièrement aussi, on a vu Lustucru. Donc Lustucru qui fait un papier, un emballage en papier. Bon, cela dit, c'est un petit peu retour aux sources pour les pâtes. Elles étaient comme ça, comme le sucre, etc. Donc on revient à des bonnes histoires. C'est pour ça on a quand même vendu pendant des années des pâtes sans les montrer. Après, on les a vendues même dans des cartons. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de comparer ça effectivement au sachet en BOPP transparent qui montre les coquillettes, mais moi je compare aussi ça au carton qui est beaucoup plus pondéreux aussi. Alors après, vous me direz, il y a peut-être des différences, des transferts entre un emballage en carton, des transferts et un emballage plutôt en soupe comme ça, des transferts en termes d'emballage secondaire et d'emballage de livraison. Tout ça, c'est à étudier. Mais en fait, on voit qu'on va revenir et que le consommateur va devoir se réhabituer à ces solutions qui permettent là d'avoir moins de plastique, parce qu'il y en a toujours un petit peu, quoique ici à vérifier, mais je pense que j'ai pas encore vérifié, mais je subodore ce qu'il y a à l'intérieur et il serait réellement considéré par la loi comme un zéro plastique. Dans les solutions de moins de plastique et qui font grincer beaucoup de dents, c'est les solutions que j'appelle de sandwich de plastique au papier. Pourquoi j'appelle ça des sandwichs de plastique au papier, mais qui sont aussi des solutions transitoires et des solutions qui vont dans le bon sens de la réduction voulue pour entre 2035 et 2030, la réduction du plastique, c'est de n'avoir finalement du plastique qu'à l'intérieur de l'emballage pour donc un film ou une induction pour protéger le contenu et des fois aussi à l'extérieur de l'emballage pour protéger l'emballage lui-même. On oublie souvent que qu'un emballage qui arrive sur un linéaire un peu abîmé, il a peu de chances d'être acheté. Donc, on protège bien souvent, on protège obligatoirement d'ailleurs, parce que c'est la fonction essentielle de l'emballage, le contenu, mais des fois on protège aussi le contenant avec un film pour que l'encre ne se raye pas, que l'emballage ne s'abîme pas. Donc, tous ces pots sont intéressants, ils proposent moins de plastique. De la même manière, vous avez vu aussi arriver toutes ces barquettes où on remplace en fait le socle de la barquette par une solution essentiellement papier, toujours avec du film dessus pour pouvoir thermoformer le film pour protéger. C'est des solutions qui permettent finalement d'amener entre 60, 70, 80% de moins de plastique. Alors attention à toutes ces solutions. Pour diminuer le plastique, il y a deux manières dans un emballage constitué de papier carton. Il y a effectivement le diminuer, mais le carton est toujours plus pondéreux. Et si on veut le diminuer un peu plus, des fois, hélas, je vois des gens rajouter un peu plus de carton. Quand on pèse ces emballages, on peut s'étonner que pour une même surface, il y en ait qui pèsent quelques grammes de plus. Et étonnamment, ceux qui pèsent quelques grammes de plus affichent bien souvent une réduction de plastique plus forte. Vous me suivez? Plus de carton égale moins de plastique. Donc, c'est pour ça que ces solutions sont des solutions intermédiaires sur lesquelles il faudra obligatoirement diminuer la quantité de carton simultanément à la quantité de plastique. J'y tiens et je le dis, et c'est ces expérimentations qui vont le permettre. D'ailleurs, dans ce principe, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement ce qui s'est fait avec le tube de la Roche-Posay. Tube de la Roche-Posay qui est un des premiers tubes carton qui affichait 45% de moins de plastique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'ensemble du tube et le bouchon était tellement gros qu'il comptait pour une part de plastique énorme. Et maintenant, le tube est devenu, on a plutôt que retravailler forcément le tube, on a retravaillé le bouchon avec un bouchon extrêmement fin
qui diminue la quantité de plastique et qui fait que maintenant, ce tube peut passer dans le, comment ça s'appelle, dans le cycle de recyclage des papiers et cartons dans la mesure où il est constitué de plus de 50% de fibreux. Je dis aussi attention, ce taux-là va bouger. Je rappelle toujours qu'en Belgique, c'est 85% et qu'en Allemagne, c'est 95%. Donc, ça va forcément remonter. Mais d'un autre côté, ça montre aussi qu'en travaillant, on peut diminuer encore la quantité de plastique. Alors, l'autre solution aussi, c'est, alors vous avez tous ces plastiques sont laminés, les premiers que je vous ai montrés. Donc, on va dire que le plastique est collé au carton et qu'il s'enlève lors du processus de recyclage dans les pulpers par défibrillation, c'est-à-dire que la fibre se détache du plastique, on récupère la fibre et on a du plastique. Là, on a aussi, on voit beaucoup apparaître les solutions de plastique séparables, notamment avec ces barquettes, qui voudraient, si vous voulez, faire. Alors, la barquette en plastique est collée ou posée, clippée quand elle est en PET à l'intérieur d'une barquette en carton. Vous voyez que c'est du plastique vierge. Et l'idée est qu'il y ait une séparation manuelle, parce que comme ça, c'est que faiblement collé dessus, une séparation manuelle par le consommateur qui, je rappelle, ne le fera jamais parce qu'il le fait, il le faisait pas, mais en tout cas qui pourra peut-être se faire plus facilement en centre de tri. Donc, il va falloir aussi là que des solutions au tri, au recyclage se fassent. Mais l'idée est de mieux séparer les plastiques des papiers et cartons pour faciliter le recyclage. Donc, vous avez ces barquettes où vous avez ces systèmes, si vous voulez, d'autres barquettes en carton avec un pelliculage, mais un pelliculage qui se défait facilement. C'est complètement illusoire de penser que le consommateur va le faire. Alors, pour la bonne raison que moi j'habite près de la Suisse, donc en Suisse ils le font, mais il se trouve que chez moi les Suisses ils viennent beaucoup en week-end et je peux vous dire qu'ils n'ont pas du tout les mêmes gestuels de gestion, parce que je suis élu local et membre du bureau d'un CITOM, donc je m'en occupe vraiment et je vois bien ce qui se passe, qui n'ont pas du tout les mêmes pratiques quand ils sont chez nous. Hein. Donc, quand c'est obligatoire qu'on paye et qu'on est surveillé, oui, on le fait. Quand c'est pas obligatoire qu'on paye pas et tout, on ne le fait pas. Donc, il va falloir quand même un certain nombre de passer de temps pour que les Français fassent cette gestuelle. Il n'empêche que cette gestuelle est intéressante parce que ça facilitera le recyclage. Ça reste néanmoins des solutions avec du plastique. Vous avez aussi les paper bottles que je montrais. Donc, les premières sont apparues en France, celles d'écologique qui étaient que aux États-Unis. Bah, c'est ni plus ni moins qu'une espèce de poche extrêmement légère, c'est-à-dire de contenant en polypropylène et on montre bien qu'il faut le détacher. Mais bon, pour le détacher, il faut être quand même assez motivé parce que l'étiquette, elle est pour le coup en plastique, très très difficile à décoller et que il va falloir bien améliorer tout ça pour que les gestuels de séparation se fassent. Mais encore une fois, ça va dans un sens de pouvoir séparer les éléments pour aussi faire qu'on mette moins de plastique et que le plastique ne serve qu'à protéger le contenu et que le fibreux donne la tenue à la bouteille et qu'on puisse avoir des emballages fonctionnels. Les paper bottles aussi d'autres générations, donc faites avec des préformes, soit des préformes en PET, soit dernièrement Carlsberg et qui communique énormément sur sa préforme en PEF, qui est un peu présenté comme étant le remplaçant à terme du PET, puisqu'il est d'origine végétale, mais tout ça est aussi en train de se mettre au point. Et c'est toute cette idée de faire comment on va, dans les centres de tri,
séparer les plastiques de ces bouteilles, mais la véritable idée derrière est, par exemple, là, c'est les premières que je vous ai montrées sont celles de Paboco, celles de Pulpex, sont d'arriver à terme à des solutions avec des liners ou avec des poches à l'intérieur qui soient ou des traitements à l'intérieur qui soient qui aient des propriétés plastiques, mais qui soient des plastiques non chimiquement modifiés et qui puissent à terme, et là on est peut-être à horizon 5-10 ans, remplacer définitivement le plastique. Donc ces solutions sont des solutions que je qualifie d'intermédiaires. Pourquoi? Parce que ce sont des solutions avec moins de plastique ou du plastique séparable et il s'agit encore d'emballage en plastique à usage unique dans le sens de la loi, puisque la loi définit un emballage en plastique à usage unique quand il est fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique. Donc, on est bien dans ce domaine-là. Et Fabrice, merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes parce qu'après, on a déjà pas mal de questions auxquelles il faut répondre. Et justement, quelles sont les grandes prochaines étapes à prévoir? Les grandes prochaines étapes, je disais, j'ai trouvé dernièrement donc c'est un autre fabricant de paper bottle, ce truc qui était assez intéressant, qui montre finalement qu'on est dans une démarche d'amélioration continue. On est au tout début. Aujourd'hui, on va arriver bientôt à des solutions. Donc, on était à des solutions de 65 plastiques pardon, 65 fibreux et donc 25 plastiques. On va arriver bientôt à des 85, donc plus que 15%. Après, alors, je suis pas là, il y a marqué compostable. Moi, je suis pas, je dis que c'est pas forcément, il y a que ça. On va aussi, il y a deux axes qui sont à travailler, c'est-à-dire à arriver à des solutions sans plastique chimiquement modifié, donc des solutions qui pourraient être considérées sans plastique, qui seraient soit compostables, soit recyclables avec séparation. Mais on voit bien, si vous voulez, que les expérimentations de ces modèles sont en train de se faire et que ces modèles sont en train d'évoluer et qu'on va vers quelque chose qui forcément à 2030, c'est-à-dire là l'échéance est assez courte, devront être recyclables et forcément à 2040 devront être avec un autre type de plastique qui sera accepté par les textes. Donc on voit bien que ça avance. La chromatogénie, plus que jamais, et on voit aussi commencer à apparaître des solutions avec la chromatogénie que je présentais dans mon premier livre et j'en présenterai dans le prochain travail puisque ça avance bien et notamment il y a des premières applications qui commencent à apparaître et avec des tests, hein, ça reste toujours des tests. Ce qui est intéressant de voir dans tout ce que j'ai étudié, et dans tout ce que j'étudie dans ce prochain travail, c'est que les metteurs en marché n'ont pas fait des basculements. Vous remarquerez qu'ils font 2, 3, 4 références pour essayer. Ils vont pas basculer tout et c'est normal. Donc, on voit des fois 2 références qui passent par là sur une gamme, etc. Parce qu'on se cherche, parce que il n'y a pas, comme je le montre dans la couverture du prochain bouquin, il n'y a pas une solution. Il y a plusieurs solutions. On se cherche, on est en train de prendre des positions, on est en train de regarder ce qu'en pense le consommateur, on est en train de regarder comment réagissent les produits, comment tout ça se fait. Et la révolution ne va pas se faire en un jour et ces changements ne vont pas se faire en une année. Ça va se faire en plusieurs années, des fois en plusieurs étapes que je montre là. 2022, l'expérimentation des nouveaux modèles. 2024, ça sera vraiment l'installation du réemploi parce que travaillant dessus, je peux vous dire qu'on sera vraiment dans une installation et qu'on aura vraiment des choses intéressantes et que le réemploi ne sera plus comment ça s'appelle,
pas un rêve, mais ne sera plus quelque chose de flou, mais quelque chose de vraiment installé. Il faut se dire qu'en 2030, de toute façon, on n'aura plus d'emballage non recyclable et il y aura vraisemblablement ces nouveaux matériaux pour arriver petit à petit, et je dirais, alors ça va peut-être faire réagir du monde, mais en douceur, à une fin d'usage unique non indispensable et non nécessaire, pas forcément que en plastique, et de manière à avoir un emballage beaucoup plus respectueux de l'environnement et qui moins gourmand en matériaux et qui tournera plus en boucle. Voilà, je vous remercie pour, je vais aller aux questions, pour votre attention. Je vous rappelle que mes bouquins sont, vous pouvez les avoir sur la shop fabricepelletier.fr et que bientôt, je pense que à la fin de l'été, je mettrai en souscription, comme j'avais fait pour le premier, donc un prix attractif, le nouveau bouquin pour que vous puissiez l'avoir la veille, pas avant, hein, la veille, hein, parce qu'il sera bien évidemment dévoilé sur le salon de l'emballage. Mais ceux qui le commanderont avant, ils l'auront quelques jours avant. Voilà. Merci beaucoup Fabrice, merci pour tous ces exemples et tous tes commentaires par rapport à ce marché. On le voit en pleine évolution, voire révolution. Il nous reste quelques minutes. Malheureusement, on n'a que quelques minutes pour les questions, mais voilà, je t'en pose là quelques-unes comme ça en vrac. Il y a beaucoup de questions par rapport à tous les exemples que tu as pu présenter. On nous pose des questions beaucoup sur la recyclabilité. Est-ce que les matériaux sandwich là dont tu parlais, avec les cartons laminés, etc., sont recyclables, ou est-ce que les recycleurs sont dans l'obligation de rejeter ces matériaux? Et Alors, je vais répondre à cette Ouais, question. Donc en France, à 50%, ils sont recyclables. Est-ce que les recycleurs les aiment? Ils en sont. En fait, jusqu'à présent, ils disaient rien. Plus on va en mettre, moins ça va. Parce qu'en fait, forcément, il y a un rendement. Quand vous mettez 60% de fibres dans un pulpeur, vous récupérez 55%. Donc, il y a un intérêt il y a un intérêt économique, un intérêt du recyclage qui est pas fort. Donc, d'où l'intérêt de mettre moins de plastique et d'avoir des plastiques plus facilement enlevés. Donc, ça veut dire que à date, c'est recyclable. Le pourcentage va peut-être bouger et tout ça doit s'améliorer. Et d'ailleurs, tout ça sera largement évoqué dans le bouquin. C'est-à-dire que tous ces emballages que je présente auront une fiche, un petit peu comme je fais de l'emballage magazine depuis 25 ans. Ils vont être tous passés au crible, où je vous donnerai les plus et les moins, les forces et les faiblesses. Il n'y a pas de solution idéale. Elle n'existe pas. Il y a des solutions et chaque solution a ses forces et ses faiblesses. Et de manière extrêmement impartiale, objective, je vous présenterai les forces et les faiblesses de toutes ces solutions pour arrêter, je l'espère, d'entendre dire que un tel est meilleur qu'un autre et un tel est meilleur qu'un autre. C'est très facile d'être meilleur que quelqu'un quand on prend uniquement, forcément, un coureur de 100 mètres, il est meilleur qu'un coureur de 1000 mètres et qu'un coureur de 500 mètres. Mais j'ai jamais vu un coureur de 100 mètres gagner un 1000. Et j'ai jamais vu un coureur de 1000 gagner un 10 000. Et encore moins un nageur gagner un 100 mètres haie. Donc voilà. Et aujourd'hui, en fait, on a tendance à comparer des nageurs avec bon, effectivement, vous me direz, il y a le décathlon, le pentathlon, etc. Mais ils font pas les performances des champions de la discipline. Donc voilà. Moi, c'est ce que je vais me charger de vous présenter pendant le salon de l'emballage, c'est décortiquer toutes ces solutions, et les solutions plastiques et les solutions biomatériaux, etc., les nouvelles solutions, pour montrer que chaque solution a des forces et des faiblesses, que d'ailleurs on ne les choisit pas comme ça, on les choisit par rapport à ce qu'elles doivent contenir, c'est-à-dire d'abord un emballage choisi par rapport à ce qu'il doit contenir et ce qu'on doit en faire et comment il doit être utilisé.
Et tout ça, je vais essayer de le remettre au clair pour l'ensemble de ces solutions, de manière à vous aider à choisir par rapport à vos propres produits, vos politiques RSE, vos consommateurs. Voilà, mais c'est un petit peu, c'est mon objectif et ça sera en tout cas ce qui vous sera présenté sur le salon et ce qui sera présenté dans ce livre. Merci beaucoup Fabrice. M'excusons, on arrive à la fin de ce webinaire et il y avait encore plein de questions, mais aussi très techniques sur les choix des matériaux, etc. Et Alors, en fait, contactez-moi sur alors, LinkedIn. Si vous avez, parce que là, je vois que ça commence à tomber même sur LinkedIn avec, ça me fait chaud au cœur parce qu'il y a beaucoup de remerciements qui tombent. Vous pouvez me contacter sans problème sur LinkedIn ou sur mon mail. Hein, vous avez mon mail. Je réponds. Je dis pas que je réponds dans la minute, mais je réponds tout le temps. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. ça marche. Et ça Merci vous fait. Fabrice. Merci. Je veux bien que tu mettes le dernier slide justement pour donner. Non, pas de souci, c'est pour donner rendez-vous donc dans moins de 5 mois à vous tous là sur le salon donc All for Pack Emballage Paris du 21 au 24 novembre. Nous avons vraiment hâte de vous y retrouver et donc au-delà des quelques 1300 exposants, vous pourrez, je voulais vous dire, y découvrir un programme très complet de conférences et notamment celle du mercredi 23 novembre avec toi Fabrice. Elle est à 10h30, je crois, le 23 novembre. Et tu viendras présenter l'ensemble de ton travail sur les nouveaux modèles d'emballage. Et tu seras également présent les 4 jours du salon sur l'espace All for Pack Innovation avec le nouvel ouvrage dont tu nous as parlé. Donc, merci beaucoup à toi, Fabrice. Je ne serai vraisemblablement pas seul car, comme vous l'avez vu, je n'ai pas mis le nom de la personne qui va préfacer ce livre, mais je peux vous assurer que c'est quelqu'un qui a une conscience environnementale largement éprouvée et qui vous donnera beaucoup de vision de façon extrêmement objective pour le futur. Il ne faut pas avoir peur de ce futur. C'est une véritable opportunité pour léguer, comme disait Antoine de Saint-Exupéry, on emprunte cette planète, on ne nous appartient pas, donc léguer une meilleure planète à nos enfants. Et je terminerai avec ça. Merci Fabrice, merci pour ces mots. Un grand merci à tous pour votre participation et vos questions. Et donc, rendez-vous sur le salon. Bonne journée, au revoir.